Africa Newsroom, Jean-François Akanji-Kombe, Gracien Rokindikiza et Jean-Marie Bitomo, nos éditorialistes, sont toujours avec nous et tout de suite, c'est le dossier du jour. On poursuit et on termine notre semaine spéciale République démocratique du Congo avec un dossier spécial consacré au déficit énergétique, un énorme déficit. Et pourtant, les potentialités de ce pays en termes d'énergie sont très loin d'être négligeables. C'est un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le déficit énergétique est un problème récurrent en République démocratique du Congo. Les manques d'électricité, coupures intempestives ou délestages sont le quotidien des Congolais. Aussi paradoxal que cela paraisse, le pays compte l'un des grands barrages hydroélectriques du continent, Inga 1 et 2, créés respectivement en 1970 et 1980. Avec ces barrages, la RDC est parmi les grandes puissances énergétiques du continent. Le déficit énergétique enregistré en 2015 en RDC est de l'ordre de 858 MW, rien que pour les régions des réseaux Ouest, Sud et Est. Un déficit qui entrave les grandes activités industrielles dans ces pays et prive la majeure partie de la population d'électricité. Cependant, la question énergétique en RDC a des implications non seulement nationales mais continentales. Elle intéresse non seulement la sous-région, mais tous les continents. Le gouvernement de la RDC veut résoudre le problème du déficit qui doit passer de 11% d'énergie dégagée ces jours à 32% d'ici 2030 par la construction d'un méga barrage Inga 3 dénommé Grand Inga. Un projet qui va au-delà des capacités budgétaires de la République démocratique du Congo. Inga, c'est un grand défi. Inga, c'est un grand défi, ça exige beaucoup de moyens. C'est un projet extrêmement complexe. Je constate que le gouvernement a trouvé comme stratégie de s'allier à l'Afrique du Sud pour assurer le leadership de la construction de Inga 3 et du Grand Inga. C'est une stratégie qui peut payer si on y met du sérieux. L'Afrique du Sud est dans un grand besoin de l'énergie électrique, à peu près 20 000 mégawatts. Que les déficits enregistrés en Afrique du Sud, avec une industrie qui est en train de croître. La République démocratique du Congo également, qui connaît une certaine croissance, même si elle n'est pas inclusive, c'est un pays qui est appelé également à consommer beaucoup d'énergie électrique. Inga 3, un projet qui placera le pays au centre des intérêts régionaux. Non seulement il assurera le décollage de plusieurs économies de la région, mais assurera aussi à la RDC un avantage géostratégique en lui garantissant sa sécurité. Toute puissance qui aura ses intérêts dans le fonctionnement de ces barrages pourra d'une manière ou d'une autre s'engager à la sécurité du pays. Il est important que la République se pose la question de savoir quel est notre plan national stratégique de développement. Et là-dedans, le potentiel hydroélectrique de 100 000 MW que nous avons sur l'étendue de la République est un potentiel énorme. Et le grand barrage d'Inga, le grand potentiel hydroélectrique de Inga, qui est de 44 000 MW sur un seul site, qui est le double des Trois Gorges en Chine, est une véritable opportunité qui nous donne même un engagement vis-à-vis de l'Afrique tout entière parce que nous en sommes le hub énergétique. Et je crois que nous devons jouer notre rôle géostratégique. Si nous ne le jouons pas, on nous le fera jouer. Et là-dessus, je crois que le manque d'anticipation dans le chef des opérateurs politiques du passé nous fait payer un prix très cher. Plus de 80% de la population congolaise vit sans électricité dans un pays qui fait rêver le monde à cause de son potentiel hydroélectrique. Un réel déséquilibre qui pourra trouver une solution à travers la réhabilitation des machines dans les deux anciens barrages Inga. Nous y travaillons. C'est qu'il faut noter qu'un travail d'électrification, lorsqu'il a commencé, il réclame un délai. Réhabiliter une machine à Inga, vous savez, ça prend 24 mois. Et ça réclame de l'argent. Vous devez payer une facture de l'ordre de 70 millions de dollars pour réhabiliter une machine à Inga 2. Construire une ligne entre Inga et Kinshasa, c'est 24 mois. Aujourd'hui, cette ligne est visible à Kinshasa, mais lorsque nous avons commencé, personne ne s'est rendu compte que ce que nous annoncions était vrai. La RDC a les potentiels énergétiques nécessaires susceptibles de relancer les industries de la région. Face au déficit des ressources financières, une large ouverture et volonté de la part des dirigeants du pays s'avère indispensable pour mener à terme les travaux du projet Grand Inga. Je l'ai dit de manière assez claire, le développement de l'énergie ne sera pas le fait de la République démocratique du Congo toute seule, parce que nous n'en avons ni le savoir-faire
nucléaire complet. Même la Chine ne l'avait pas lorsqu'elle a fait les barrages des Trois Gorges. Et nous n'en avons pas les moyens financiers immédiatement disponibles. Donc nous devons travailler sous le leadership de la République démocratique du Congo avec un consortium des fournisseurs d'équipements, d'exploitants et éventuellement des constructeurs. Je crois que ce projet a une taille qui dépasse la République démocratique du Congo. C'est un projet à taille internationale. Le succès du projet Grand Inga repose sur la concrétisation des accords initiés depuis 2013 entre l'Afrique du Sud et la RDC. Ces accords ont été conclus le 16 octobre 2015 à Kinshasa. Avec une production de 40 000 MW dans sa première phase, une capacité au-delà de 24 réacteurs nucléaires de dernière génération, Grand Inga apportera la réponse aux majeures questions énergétiques du continent, ce qui justifie d'ailleurs l'engagement de l'Union africaine dans ces grands projets. Gratien, la dépendance énergétique, les délestages récurrents, cela freine considérablement le développement économique d'un pays, certainement plus qu'on ne le croit. Oui, sûrement. Parce qu'on ne peut pas construire, par exemple, des industries dans un pays qui manque déjà d'électricité pour éclairer les ménages. Même quelqu'un qui veut investir, on dit chaque fois qu'il faut attirer les investisseurs. On ne peut pas attirer les investisseurs s'il n'y a pas d'électricité. L'électricité, c'est la base de tout. On ne peut pas investir sans électricité. Or, beaucoup de pays, surtout en Afrique, disposent des ressources, que ce soit l'eau, le soleil, le vent. On peut toujours construire, on peut toujours avoir de l'électricité. C'est la base de tout développement, mais encore faut-il, même si on l'a déjà construit, entretenir. C'est comme, on l'a vu, Inga 1, Inga 2, que ce soit les barrages du côté de l'Est, à Ruzizi 1, Ruzizi 2, c'est mal entretenu et donc du coup, il manque de l'électricité alors que le pays a tout. Les infrastructures sont lentes et l'eau continue à couler, mais le problème c'est toujours l'entretien et l'investissement. Jean-François, c'est difficile de prétendre au développement, à l'émergence, même si vous n'aimez pas ce mot, quand on a un déficit énergétique aussi important que celui de la République démocratique du Congo. Nous disons souvent autour de cette table que l'émergence ne se décrète pas. Et que quelqu'un a parlé tout à l'heure de développement inclusif. Et je pense que c'est un mot qui est important s'il veut dire que le développement ne se fait que a pour objectif d'abord de satisfaire aux besoins de la population, de permettre un meilleur être, qui est la condition du développement économique, et vous avez raison de le souligner. On peut prendre des exemples tout simples. C'est vrai que le défaut d'énergie va pénaliser la grande industrie, mais ça commence d'abord par les petits commerces ou les petites choses que l'on fait. Imaginez les mamans qui, par exemple, vendent des glaces ou de l'eau glacée ou des petites choses comme ça, ou qui ont besoin notamment de réfrigération. Vous ne pouvez pas, avec des délestages dont vous ne connaissez pas l'heure, dont vous ne savez pas combien de temps ça va durer, etc. C'est vraiment, et encore nous parlons là des capitales ou des grandes villes. Personne ne parle dans ce type de débat des villages, des coins reculés du pays où là c'est zéro électricité. Or, le développement d'un pays ne peut pas tourner seulement autour des grandes villes ou autour des capitales. Nous le disons souvent ici, l'Afrique, c'est d'abord l'agriculture qui doit être le moteur de son développement, et cette agriculture-là ne se fait pas dans les villes, il se fait dans les campagnes. Inga 1, 2, 3, la difficulté ici, c'est aussi que les pays d'Afrique centrale, même au-delà de l'Afrique centrale, ne s'entendent pas pour pouvoir faire des projets collectifs, monter ce type d'infrastructure comme infrastructure collective. Le Inga 1, Inga 2, c'est sur le fleuve Congo. Où vous avez plusieurs pays qui sont des pays riverains, dont il serait l'intérêt de développer cela. Il y a un accord avec l'Afrique du Sud, qui est le pays à l'extrême bout, ce qui est quand même assez paradoxal, alors que tous les pays alentours, aucun de ces pays n'a participé au financement de Inga 1 ou jusqu'à Inga 3. Ça existe, il faut le faire fonctionner, il faut l'entretenir, il faut espérer que demain, en Afrique centrale notamment, arriveront des gouvernements plus responsables que ceux d'aujourd'hui, peut-être qu'ils s'entendront mieux. Il faut
ça ne fait pas avancer le schmilblick. Jean-Marie, j'allais en venir à ce paradoxe, cette association avec l'Afrique du Sud, qui est à l'autre bout de la République démocratique du Congo. Et un autre paradoxe, c'est bien évidemment les potentialités dont dispose la République démocratique du Congo. Et malgré ce potentiel, le déficit énergétique est particulièrement important. Ça va, Amira, nous parlons toujours sur ce plateau de la question de volonté politique en Afrique. Dans un pays, vous avez, si vous voulez, l'énergie est le moteur du développement dans nos États. Donc, la problématique qui nous intéresse est sous plusieurs contraintes. Je peux citer une première contrainte qui va être la contrainte financière, c'est une chose. La deuxième contrainte, qui est plus importante pour moi, est la contrainte politique. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les hommes politiques ne sont pas capables de pouvoir s'asseoir et de voir l'intérêt de manière, comment dirais-je, macroéconomique. C'est-à-dire, on a toujours une vision microéconomique des choses en Afrique, alors que vous avez un barrage comme le barrage d'Inga, qui est capable de pouvoir pratiquement faire fonctionner au niveau énergétique toute l'Afrique. Nous avons entendu dans le reportage, on nous dit que ce barrage-là, à pleine production, peut produire l'équivalent de 15 centrales nucléaires de dernière génération. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça représente? Donc, dès l'instant où les hommes politiques ne prennent pas conscience, si vous voulez, que les choses... Nous avons des déficits financiers. Ces déficits financiers-là nous grèvent quelque part dans tout ce qui est moyens financiers pour le développement. Donc la meilleure chose, c'est de faire quoi? C'est de mutualiser tout simplement les fonds qu'il y a. Si vous avez un pays comme l'Afrique du Sud a compris l'intérêt de ce barrage-là. C'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud s'est dit que, une fois ce barrage construit, au niveau, même bien que le pays se trouve à l'autre bout, comme Jean-François l'a dit tout à l'heure, on aura de l'énergie, si vous voulez, à profusion. Donc, je ne comprends pas pour quelle raison est-ce que nos chefs d'État en Afrique... Ça veut dire qu'il n'y a que le pouvoir sud-africain qui est visionnaire et ambitieux? Il n'y a que le pouvoir sud-africain, parce que l'Afrique du Sud a un avantage par rapport aux autres États en Afrique, c'est que l'industrialisation est déjà relativement plus avancée que dans la majorité des pays africains. On en parle souvent sur ce plateau, mais on oublie souvent une chose, c'est que l'Afrique du Sud, ce n'est pas uniquement l'Afrique du Sud de Mandela. Vous avez eu des Blancs qui ont été en place en Afrique du Sud, qui ont construit un certain nombre d'infrastructures. Ces infrastructures-là sont là. On a besoin d'électricité. Donc, quand on parle de l'Afrique du Sud, il faut prendre l'Afrique du Sud dans sa globalité et dans son histoire. Donc, à partir de là, l'Afrique du Sud voit tout de suite l'intérêt de l'énergie qui sera produite sur le barrage d'Inga par rapport, si vous voulez, à sa consommation locale. Ils savent très très bien qu'ils pourraient se rendre, comment dirais-je, indépendants énergétiquement. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à la base, ils auraient participé aux investissements. Et je m'étonne quelque part. Bon, on parle de nos chefs d'État en Afrique, mais il y en a un qui avait posé des projets sur la table sur lesquels, c'est vrai qu'on va quand dessus, il n'y a vraiment pas de volonté derrière, c'est le NEPAD qui avait été posé par l'ancien président sénégalais, qui est la chose essentielle. Il y a, tout à l'heure là, il y a, comment dire, Jean-François qui parlait de nos campagnes. Si vous n'avez pas d'électricité, comment voulez-vous que l'Afrique puisse se développer? Comment vont faire les petits paysans ruraux qui peuvent créer des coopératives, et ces coopératives viendraient éventuellement soutenir la croissance, si ces gens-là n'ont pas de l'électricité, pour pouvoir conserver les biens qui sont récoltés? Ça fait des pertes énormes, des pertes, si vous voulez, que nous vivons aujourd'hui, et potentiellement dans l'avenir, je pense que ces pertes-là vont aller en augmentant. Tout simplement pourquoi? Parce que nous ne faisons pas les bons choix en termes de stratégie d'industrialisation en Afrique. On ne peut rien faire. L'industrialisation de l'Afrique ne peut avancer que dès l'instant où on a une prise de conscience collective, où les gouvernements se disent que non, laissons de côté la vision microéconomique des choses, voyons les choses de manière macro, de manière en sorte qu'on puisse favoriser tous nos pays ensemble. Donc j'espère bien que ce barrage ira jusqu'au bout pour pouvoir donner ces résultats que nous escomptons tous. Jean-François ? Je voulais simplement dire une chose, qui est que, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, à ce qui est cru de façon générale, moi j'affirme que le Congo démocratique a les moyens de construire seul Inga. Ne serait-ce que par ses ressources du sous-sol. Et ne serait-ce que par une gestion rationnelle, une conception rationnelle des contrats dans l'intérêt du pays, etc. Et par des investissements, il y a des choix à faire d'investissement. Et ça, c'est un choix d'avenir, de prendre les produits du sous-sol et les investir ici. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous savons que les contrats qui sont signés au Congo démocratique sont encore des contrats léonins, etc., etc. Mais le Congo démocratique, dans l'absolu,
a les moyens de construire seul Inga et de le construire rapidement, y compris de financer la technologie qui vient d'ailleurs pour venir construire ce barrage. Gratien ? Je pense que le Congo démocratique n'a pas vraiment les moyens en soi. Bon, sous la terre, oui, mais dans les banques, non. Et je pense qu'au niveau de ce qui se passe concernant les barrages en Afrique, les grands barrages comme Inga 2, Inga 3, surtout Inga 3, les États, surtout l'État de la République démocratique du Congo, est incapable, je dirais pratiquement incapable, de terminer, de gérer bien correctement et puis d'avoir la continuité d'Inga 3. Il faut qu'on commence à penser au privé. Il faut qu'il y ait des capitaux privés. Des gens mettent les capitaux et puis payent les redevances à l'État, mais qu'au moins ces privés fassent bien le travail, qu'il y ait l'électricité. Comme ça, on peut avoir des commerciaux qui vont vendre l'électricité à Brazzaville, à Bangui, partout en Afrique, plutôt que de rester dans le cadre étatique, avoir des relations étatiques, ce qui fait que ça change complètement les relations. Si on a de mauvaises relations avec tel État, on ne va plus vendre l'électricité ou finalement on se retrouve avec un monstre qu'on a construit qui ne sert à rien. On ne se contredit pas. Hein. Jean-François ? On ne se contredit pas. Je disais simplement que l'État a les moyens de mobiliser la part publique. Mais ce que tu dis, moi je souscris tout à fait. Il faut construire des montages qui permettent à l'État de conserver quand même le contrôle, mais qui permettent également au privé de fonctionner. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, l'État ne peut même pas apporter la part, ne serait-ce majoritaire, ne peut pas, alors que potentiellement il le pourrait. Et c'est l'heure de passer au rappel des titres. Les Congolais se prononceront ce 25 octobre sur une nouvelle constitution qui ne cesse de diviser l'opinion publique. Les incidents de ces derniers jours ont occasionné de nombreux dégâts et ont fait des victimes également. Mais le gouvernement rassure, les dispositions auraient été prises pour un bon déroulement du référendum. Et en Côte d'Ivoire, jour de vote aussi ce 25 octobre, puisque les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour désigner un nouveau président. Et pourtant, à 2 jours de ce scrutin particulièrement important pour un pays comme la Côte d'Ivoire, seulement à 2 jours, seuls 55% des cartes d'électeurs ont été retirés. Un des taux de retrait les plus faibles a d'ailleurs été noté à Abidjan, la capitale économique du pays. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine Gourmand. Tout de suite.